you so much. I don't know if Professor Richard Aja, the UFTAN president, is here present already. I don't know if he's here. Professor Richard, please, if you are here already, Yes, yeah. kindly take us Yes, I'm through here. the I'm here. opening. Thank you very much, sir. You're welcome, President. God, thank you so much. Could you please, This, without wasting much of our time again, it's past 8 p.m. already, kindly take us through the opening formalities so that we get the webinar started. Thank you, sir. yeah, hello? Yes, we can hear you, Yeah, sir. ok, soyez la bienvenue à tout le monde. This is the second day of the webinar. It is our pleasure. We want to extend our thanks to the facilitators that did that of yesterday. And today I want to tell us that we'll conclude the series of this the webinar series today as we present our colleague from Mali, Dr. Fatoumata Keita. I have no doubt that the interaction is going to be stimulating. Let us not forget that this is the mentoring program that we had earlier promised during our campaign as a team that will continue this mentoring devices. Other ones are going to come, especially when it has to do with theories, theorizations, conceptualizations, and other aspects. Our intention is to ensure that the lacuna we see in research, especially research for specific purposes, not just research for research sake, so that people will understand the nitty-gritties of academics and scholarship. They will know where they are supposed also to send their articles. They will know what it means to get grant. Many people have managed. Scholarship is not as poor as it if you manage grants. I know I took my cousin, we were executing a grant. We went for field work and I had to pay him. After I paid him, he said, Kai, he never knew that scholarship could be rewarding. I said, yes, I am the one that did, but he was part of my team. And so I believe that with this and today's event, we'll be able to help mentor our members, not only our members, and as many, and it will have ripple effect. I want to welcome us to this today, especially our senior colleagues who are here present and others that will join. I have no doubt that we should make sure that the traditions of webinar are sustained, especially maintained by making sure that you mute the people also. Our media people should ensure that we also mute people centrally. Thank you so much. I wish us all the best, and I hope that today, by the time questions of yesterday will still be carried over today, it will be a stimulating period. Thank you, and God bless all of us. Thank you so much, Professor Richard. I'm going to welcome Dr. Oguntola Olushola, who is going to be taking us on the citation of Dr. Fatu Keita. Dr. Shola, please. Thank you, Secretary. Citation of Mrs. Fatoumata Keita, our guest lecturer tonight. Mrs. Fatoumata Keita is an associate professor of comparative literature at the English department of the University Sambo Uologem of Bamako, former University of Arts and Human Sciences of Bamako, Mali. She graduated from the University Gaston Berger of Saint Louis, Senegal, where she earned a BA in African Literature, 2004, a Master of Arts in American Literature, 2008, and a doctorate in American Literature, 2014. Her research and teaching explore the intersections of gender, race, and post-colonial experience with a focus on Black women's literature
as a site of activism and epistemic resistance. She works across feminist theory, decolonial thought, and higher education reform, particularly curriculum development and quality assurance in African universities. Our current research examines how women's rights, religion, and conflict intersect in contemporary Mali. A former Fulbright scholar at Columbia University from 2017 to 2018, she was also a visiting professor at the University of St. Gallen, Switzerland, 2023. She is a researcher and gender specialist with extensive experience in education systems, child safeguarding, and adolescence agency in West Africa. She's currently the principal investigator of the African Regional Education System Resilience Observatory, ARZO, a research initiative funded by International Development Research Center, IDRC-CRDI, and implemented across GPE, KIX countries, aiming to strengthen the resilience and equity of African education systems. Dr. Keita is also the Human Science Research Council, HSRC Research Fellow 2006. Our publications can be accessed on Academia and ResearchGate. I present to you Mrs. Fatoumata Keita. All right, Dr. Shola, thank you very much. At this point, welcome Dr. Fatoumata Keita as she takes the floor through tonight's webinar. Dr. Keita, please. Thank you very much, dear colleagues. Good evening. Thank you very much for inviting me to participate in this great initiative of capacity building in research. I would like to thank you and thank Professor Richard for giving me the opportunity to participate in this event. Thank you, Dr. Gracious, for being in touch with me over the past days to organize everything. And I'd like to thank all the organizers of this event. It is a great initiative, and I would like to congratulate you as well. Thank you for the introduction, dear colleague. My presentation is in French. Am I allowed to share the slides? Very well, please go ahead. Can you hear me? Very well, yes, please. Okay, thank you very much. Can you please see my screen? Yes, please. Yes. Okay. Bonsoir, chers collègues. C'est un immense plaisir pour moi de participer à cette activité de renforcement des capacités en matière de recherche, de rédaction de propositions de recherche qui puissent trouver un financement. Vraiment, la thématique est très intéressante et je voudrais remercier les organisateurs et tous ceux qui sont là aujourd'hui pour cette initiative parce que c'est un sujet important aujourd'hui, que ce soit en Afrique francophone et anglo. C'est un peu le chaînon manquant de notre formation académique. Donc, c'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui. Donc, ma présentation s'intitule From Idea to Funding. Comment concevoir une proposition de projet clair, crédible et aligné avec l'agenda des bailleurs.
Voilà un peu le plan proposé. D'abord, je commence par une brève introduction. Ensuite, nous passerons au cycle de la recherche, comment ce cycle fonctionne, comment rédiger une proposition de recherche. On va voir ensemble les grandes lignes, les cadres logiques d'un projet de recherche, les principes clés d'un projet gagnant, le budget, ces différentes parties, et puis le triangle projet bailleur financement, comment ça se passe, la cartographie du financement de la recherche, une conclusion et un exemple de conclusion que j'ai eu à rédiger moi-même. Aujourd'hui, comme nous le savons, la recherche aujourd'hui et le savoir fait partie d'un levier essentiel concernant le développement de nos pays. C'est admis partout que les pays développés investissent énormément dans la recherche parce que la recherche aujourd'hui est un levier essentiel du développement économique, du développement social, du développement humain de façon générale. Donc, sans la production du savoir, il est très difficile aujourd'hui de faire face à certains défis. Sur le continent, ce que nous remarquons, c'est qu'il y a une sorte de déséquilibre entre la production du savoir, la circulation du savoir, et même le financement du savoir entre les pays du Sud et les pays du Nord. Cela se traduit par plusieurs aspects. D'abord, en Afrique, la recherche est très peu financée. Et si elle est financée, c'est souvent orienté sur l'agenda des bailleurs et non sur les réalités même du continent, ce qui pose aujourd'hui beaucoup de problèmes. Un autre défi aujourd'hui, c'est que dans beaucoup de pays africains, notamment l'Afrique francophone que je connais mieux, nous n'avons pas un système de recherche bien structuré. Nos universités, nos instituts de recherche ne sont pas dotés d'une grande capacité afin de mener certains types de recherche. Donc, ce qui fait que nous sommes dépendants beaucoup du financement de l'extérieur. Et ce qui se passe, c'est que les données que nous souvent ne nous appartiennent pas. Et cela renforce cette asymétrie qui se déroule dans d'autres champs. Et autre aspect, c'est que il n'y a pas de connexion directe entre ce que nous produisons et les agendas de financement. Donc souvent, nous faisons une recherche qui nous permet de monter à grade et devenir professeur, mais sans que cette recherche-là puisse être vraiment alignée aux objectifs de développement nationaux. Aujourd'hui, dans le monde des statistiques, montre également un autre déséquilibre, même si l'Afrique aujourd'hui est un continent qui a un dividende démographique très important, mais on estime entre 1, 2, 3% maximum. Notre contribution à la recherche aujourd'hui, ce qui est très, très faible comparé à d'autres parties du monde. Nous avons également très peu de chercheurs parce que des chiffres que nous avons ici montrent un grand écart entre le nombre de personnes, la population africaine de façon générale et le nombre de chercheurs, ce qui renforce également ces déséquilibres que nous avons mentionnés. Autre réalité, c'est que les sciences sociales, de façon générale, la recherche fondamentale n'est pas très financée également chez nous et nos pays investissent très peu dans la recherche. Vous voyez 0,6% du PIB comparé à une moyenne mondiale de 1,7%, ce qui est très faible. Ce qui ressort de ces analyses-là, de façon générale, et selon comme JDR, UNESCO et les structures onusiennes de façon générale, il y a un besoin important aujourd'hui de renforcer les systèmes de recherche en Afrique afin que nous puissions mener des recherches qui soient financées, que ce soit la recherche fondamentale, la recherche exploratoire, entre autres. Donc, nous avons besoin également de savoir, de produire un savoir qui soit vraiment en adéquation avec nos réalités sociopolitiques et socioculturelles. Nous avons besoin également de construire des partenariats scientifiques et équitables. Ce qui se passe souvent, c'est que nous, les Africains, nous avons un statut
d'enquêteurs, nous collectons les données, mais ces données-là ne nous appartiennent pas la plupart du temps, ce qui crée quand même un autre déséquilibre entre ces pays du Nord et les pays du Sud. Et autre faiblesse de nos institutions qui doit être corrigée, c'est que nous n'avons pas beaucoup de consortiums entre les instituts de recherche et le monde des entreprises. Nous avons besoin également de mettre en place des consortiums vraiment très solides pour pouvoir financer aujourd'hui la recherche parce que nos États, de façon générale, n'ont pas les moyens de financer la recherche comme nous voulons aujourd'hui. Or, la recherche aujourd'hui est un levier. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je félicite vraiment les initiateurs de ces webinaires parce que ça vient à point nommé. Et l'objectif de ma présentation ici, c'est de voir un peu comment on peut partir d'un problème, une question de recherche claire, comment construire une méthodologie vraiment cohérente et réaliste, comment faire en sorte que les résultats attendus aient un impact, comment mesurer cet impact-là avec des questions comme so what et what if, qui soient vraiment convaincantes, comment élaborer un budget vraiment crédible et justifié, et surtout, il faut être en phase également avec les exigences éthiques, mais également les exigences de l'appel auquel on postule et les erreurs fréquentes aussi qui sont à éviter, que notre projet soit vraiment convaincant et attractif pour un bailleur. La question que je me pose souvent quand je suis en face des doctorants et dans ce genre de recherche, qu'est-ce qui est plus difficile dans une recherche? Vous pouvez répondre sur le chat. Je n'ai pas accès actuellement. Si la question vous intéresse, qu'est-ce qui semble difficile? Souvent, quand je pose cette question, on me dit comment trouver un sujet vraiment pertinent, comment formuler une problématique, comment définir des objectifs qui soient vraiment smart, comme il est dit. Et pour d'autres, c'est analyser les données. Donc, chacun a quelque part quelques difficultés par rapport aux différents éléments de la recherche. La recherche, on ne peut pas parler du cycle de la recherche et des propositions, des projets de recherche sans parler de façon globale. Ce que c'est qu'une recherche. On l'a dit que c'est un processus systématique et très rigoureux. C'est une démarche vraiment rigoureuse qui consiste à produire des données, des connaissances qui soient vraiment fiables, mais également vérifiables. Et qui peuvent être généralisés même sur d'autres phénomènes. Donc, les outils pour faire la science aujourd'hui, il y a l'observation, il y a l'hypothèse, on peut faire l'expérimentation, on peut mener aussi des analyses critiques. Donc, l'objectif de façon globale, surtout les sciences sociales, c'est d'expliquer des relations de cause à effet, décrire des phénomènes, mais également prédire certains résultats. Et dans notre monde actuel aujourd'hui, c'est d'innover, car l'innovation, c'est très important et c'est ce qui renforce également nos acquis. Le cycle de la recherche, je vais en parler brièvement. Qu'est-ce qu'on entend par le cycle de la recherche? Les différents éléments composent ce cycle de la recherche. Ici, je préfère les images parce que ça nous permet de voir un peu la corrélation, l'interaction entre les différents éléments. Le cycle de la recherche, c'est un tout. C'est un cycle qui part du moment où on identifie un sujet, il y a un problème qu'on a identifié, comment le transformer en un sujet. Et la deuxième phase, c'est surtout la revue de la littérature qui est extrêmement importante parce que ça nous permet de voir les gaps, les lacunes. Ça nous permet également de voir les angles morts et les controverses par rapport à un sujet particulier. Et cet élément nous permet justement de bien planifier notre méthodologie, de décrire comment on va collecter les données et surtout comment analyser. Donc, et interpréter ces données-là. Donc, la revue de la littérature est un élément important parce que ça nous permet de nous positionner dans les champs même de la recherche. Et en ce qui concerne des propositions, des projets de recherche pour financement, ces éléments sont très, très importants parce que c'est ça qui permet justement de juger
d'évaluer la pertinence d'un travail, de voir est-ce qu'il y a cet alignement entre les objectifs définis et les résultats qu'on veut atteindre. Donc ça, c'est des éléments importants. Donc l'interconnexion, la corrélation cohérente entre ces différents éléments permet d'écrire un projet de recherche vraiment pertinent, cohérent, clair et surtout aligné aux objectifs ou à l'agenda d'un bailleur si on a un appel spécifique pour lequel on veut répondre. La rédaction d'une proposition de recherche, c'est un élément très important. Comme je l'ai dit à l'entame de cette présentation, c'est un peu le chaînon manquant de nos formations. En tout cas, moi, personnellement, j'ai pas appris à rédiger des propositions de recherche comme je le fais actuellement. C'est à travers les collègues que j'ai pu faire les expériences, les interactions, et nous avons nous-mêmes apprendre à créer des projets de recherche et les soumettre à des financements. Donc, c'est un peu un élément qui manque dans notre formation académique et que nous développons par les temps à travers nos propres expériences, à travers des mentors. Cela nous permet vraiment de renforcer nos compétences en ce qui concerne la rédaction du projet de recherche. L'identification des sujets de recherche également, ça c'est un élément important, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que d'une idée qu'on a, comment passer d'une idée à un problème qui puisse devenir un sujet de recherche. Cela demande un ensemble de processus, de compétences qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir atteindre cet élément-là. Donc, les différentes étapes ici, comme je l'ai dit, je préfère les schémas. Ici, on observe un phénomène et attendre un phénomène, on peut dire un phénomène. À partir de là, comment identifier un problème et transformer cela en problématique qui puisse devenir un sujet. Ça, c'est des éléments très importants. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, cela vient surtout à travers nos propres lectures, à travers nos propres expériences et nos interactions avec ceux qui sont nos aînés au niveau de la recherche. C'est comme ça qu'on apprend à identifier ces éléments-là et à les transformer en un sujet de recherche. Donc, une fois que le problème est identifié, passe maintenant à la revue de la littérature qui nous permet de voir l'état de la recherche sur cette question. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été fait? Et qu'est-ce qui n'a pas été fait suffisamment? Donc, ça nous permet de détecter les gaps, les lacunes, les angles morts et pour nous positionner par rapport à cette question spécifique. Donc, ça, c'est très important. Le fait de détecter les angles morts et le fait de détecter les points qui n'ont pas été suffisamment développés. Et une fois qu'on a ces éléments-là, on peut maintenant formuler notre question de recherche. Nous pouvons maintenant transformer ces problèmes identifiés en une problématique vraiment de recherche. Ça nous aide également à choisir les approches et les méthodologies que nous voulons vraiment utiliser dans le cadre de ce travail-là. Et aussi voir quelle peut être notre contribution. Lorsqu'on s'inscrit dans un champ de recherche, notre objectif principal, c'est de contribuer à faire développer un aspect de ces champs-là, c'est de contribuer à renforcer la connaissance sur ces champs-là. Donc, notre contribution et notre impact dépendent suffisamment de ce que la revue de la littérature nous a révélé. Donc, ça, c'est des aspects très importants, un peu les 7 étapes clés qui permettent vraiment de passer d'une idée à un problème et à un sujet de recherche qui puisse contribuer à renforcer la connaissance dans un certain domaine et qui puisse également permettre à un chercheur de trouver un financement pour mettre en œuvre ces projets particuliers. La question de recherche, c'est une question vraiment centrale. Et à chaque fois qu'on a cette question de recherche-là, il faut se poser les questions si elle est pertinente, vraiment, si c'est une question de recherche qui est pertinente, si le travail que nous voulons faire, est-ce que c'est faisable? Parce que souvent, il y a des thèmes qui sont très intéressants, des sujets de recherche qui sont très intéressants, mais souvent, la faisabilité dans le contexte où on veut mettre en œuvre ce travail-là
peut faire défaut. Donc, les questions qu'on doit se poser, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que ça va ajouter quelque chose à ce qui a été déjà fait? Donc, la valeur ajoutée du travail, est-ce que ça va innover? Est-ce que dans l'environnement où je me trouve, est-ce que c'est pertinent par rapport à ça? Est-ce que ce thème-là me permet d'être en phase avec les règles, les codes éthiques et déontologiques, les codes de l'intégrité scientifique? Donc, une fois que nous posons ces questions-là et une fois que nous parvenons à répondre à ces questions-là, cela nous pousse déjà à voir si nous sommes sur la bonne voie ou pas. Donc, ça, c'est des éléments, des questions très pertinentes à se poser lorsqu'on commence à mettre en œuvre un travail de recherche. La proposition de recherche sur certains schémas, sciences humaines, surtout si c'est des projets qu'on va soumettre pour financement. Donc, il y a un résumé quand même qui synthétise les grandes idées du travail. Il y a les titres et les résumés, et les titres, il doit être un titre accroche, pertinent, qui puisse attirer l'attention d'un bailleur. Les objectifs doivent être vraiment smart, comme on l'a dit. Donc, ça doit être des objectifs qu'on peut mesurer, des objectifs qu'on peut vraiment mettre en œuvre, qu'on peut dans un temps déterminé, et des objectifs vraiment réalistes, faisables dans la durée que nous avons déterminée pour le projet. Le contexte et la justification, ça aussi c'est important parce que ça nous permet de situer l'état de la recherche sur la question et de bien formuler notre thématique. Donc, et puis ensuite, il faut décrire les activités principales que nous voulons mener, les bénéficiaires de notre projet de recherche, notre projet, notre proposition de recherche et surtout les résultats que nous comptons attendre, c'est-à-dire des livrables, des produits qui vont sortir de ce travail-là. Il faut des indicateurs également qui vous permettent de suivre l'évolution de votre projet, faire le suivi et l'évaluation. Il faut des outils de gestion de projet. Il y en a beaucoup. On utilise surtout les diagrammes Gantt qui nous permet de clarifier, de planifier les différentes activités et comment mettre en œuvre le projet. Et pour conclure, il faut un budget réaliste, vraiment qui puisse vous permettre de mettre en œuvre ce projet-là. Et les suivis et évaluations, vraiment dans certains projets, ça c'est important parce que ça permet de montrer la durabilité du projet en question. Des objectifs SMART, c'est ce qu'on dit souvent. Un exemple est là, par exemple, lorsqu'on a un projet portant sur un nouveau système de gestion des inscriptions, une année académique, par exemple, comme exemple. Donc, les objectifs que nous avons ici doivent être spécifiques. Nous avons l'exemple ici. Finaliser la plateforme numérique pour les inscriptions des étudiants. Donc, ça, c'est un objectif spécifique. Mesurable, atteindre 95% de satisfaction des étudiants sur la fluidité de la plateforme d'ici fin septembre 2024, par exemple. Atteindre les objectifs atteignables dans ces temps-là, c'est répartir des tâches au sein de l'équipe et des départements pédagogiques avec les ressources nécessaires, réalistes, existant doit s'aligner vraiment avec les éléments de l'Université Yambo où cette plateforme va être mise en œuvre et il faut donner un timeline, des phases tests, le calendrier, la mise en œuvre vraiment de ce projet-là. Donc, ces objectifs-là, dès qu'un bailleur le voit, il voit que c'est spécifique, on peut les mesurer, on peut les atteindre aussi et il y a une temporalité bien définie la mise en œuvre vraiment de ces activités. Donc, un projet doit suivre un cadre qui est là, les problèmes, les questions, la méthode, un résultat, un impact. Donc, ces éléments, il faut qu'on les voit sous forme de schéma. Il faut qu'il y ait une cohérence entre ces éléments-là. Et une fois que cette cohérence est visible, cela va permettre vraiment aux bailleurs de suivre ce que vous faites et vraiment d'évaluer un peu la pertinence de votre travail, d'évaluer l'impact de votre travail et surtout les résultats que vous allez obtenir.
Quelques conseils pratiques, c'est juste quelques éléments partant de mes propres expériences. Lorsque vous soumettez un projet de proposition à un appel identifié, là, il faut vraiment relire le travail parce que souvent, on passe tellement rapidement sur certains éléments qu'il y a des aspects qui nous échappent. Donc, si c'est une équipe de recherche, il faut que chaque membre lise plusieurs fois les différents éléments du projet pour être sûr qu'on a identifié les mots-clés, qu'on a identifié les centres d'intérêt du bailleur et qu'on a une idée claire de la date où on doit soumettre notre proposition, les cahiers de charges si c'est une institution, et surtout il y a des projets qui demandent des lettres d'engagement, des lettres institutionnelles, si c'est des projets collaboratifs, souvent on demande même des lettres institutionnelles, si c'est plusieurs universités, et même si c'est des projets individuels également, on peut demander des lettres d'engagement institutionnel, et il faut anticiper cela parce que souvent ce qui nous est arrivé, c'est des choses qu'on s'est rappelé à la dernière minute. Et des fois, on a loupé des opportunités parce qu'on n'a pas eu ces lettres-là à temps. On les avait oubliées. On était tellement concentrés sur la rédaction du projet qu'on a loupé ces éléments-là. Donc, les indicateurs, s'ils doivent être smart, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut anticiper. Il faut anticiper tous les éléments. Le budget, il doit être vraiment cohérent. Il doit être réaliste. Il doit être lisible. Et il doit être proportionnel. Vraiment aux différentes activités qu'on va faire. Donc, avant de rédiger le projet, il faut vraiment lire très bien l'appel et en rédigeant, il faut faire attention vraiment aux objectifs qu'on va mettre en place, qu'on va atteindre et surtout également le budget qui nous permet de réaliser ces différents. Après avoir fini de rédiger sa proposition, et ça aussi c'est quelque chose que j'ai appris de mes expériences, il faut vous faire lire. Lorsqu'on écrit soi-même un travail, on n'a pas la possibilité de voir certaines petites fautes, certains cookies. Et surtout, il y a des volets très techniques d'une proposition de recherche souvent. Et il faut l'avis d'un financier, d'un expert pour vous aider à voir si votre projet, si votre proposition de projet, si votre narratif vraiment respecte tous ces éléments-là. Donc, il y a des aspects très techniques. Souvent, il est intéressant de se faire lire par un collègue plus expérimenté pour vous aider à vraiment ajuster votre travail. Il faut également respecter, veiller à ce qu'on respecte les limites, le nombre de pages demandées, le format global du travail. Et ça, c'est très important. Et souvent, vous pouvez également faire une simulation pour voir si votre projet est vraiment respecte tous les aspects en faisant une sorte d'évaluation vous-même. Même si une auto-évaluation n'est pas très fiable, mais ça vous permet de voir s'il y a des aspects à renforcer. Autre conseil pratique, c'est que il faut que votre question de recherche soit vraiment claire. Comme l'a dit poète français Boileau, tout ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Si on n'arrive pas pendant 2 minutes à expliquer sa proposition de recherche, ça veut dire qu'il y a un problème par rapport à ça. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Donc, en 2 minutes, on doit être capable de capter l'attention de l'auditoire et d'expliquer clairement ce que l'on compte faire dans ce travail. La planification, c'est important. Dans tout le travail de la vie d'un projet, c'est planifier. Il faut tout planifier. Il faut planifier les calendriers, les budgets, la méthodologie et la mise en œuvre globale. Si c'est un projet à réaliser, par exemple, pour une planification vraiment efficiente pour pouvoir atteindre ces objectifs. Un autre aspect que l'on néglige souvent, en tout cas dans mon contexte, je l'ai remarqué, c'est que les gens travaillent en silo, comme s'ils sont dans un vase clos. Que ça soit une proposition de recherche pour une bourse postdoc, pour avoir un financement pour réaliser un projet, quelle que soit la nature de ce projet, il faut vraiment travailler avec les pairs, collaboration avec les pairs, surtout les enseignants, chercheurs plus expérimentés. Il faut également mettre l'accent sur l'interdisciplinarité et la pluridisciplinarité, qui sont des éléments qui peuvent faire la différence avec d'autres projets. Par exemple, lorsque vous postulez pour des projets vraiment
Il y a beaucoup de candidatures. Ces éléments peuvent vous aider parce qu'en collaborant avec vous, cela peut augmenter votre chance d'être sélectionné. La question de l'éthique et de l'intégrité, surtout à l'ère du BIA génératif aujourd'hui, est un sujet vraiment très important. Il faut veiller vraiment aux règles éthiques et déontologiques. Il y a certains projets, il faut les soumettre à un comité éthique pour avoir ce qu'on appelle l'approbation du comité éthique pour pouvoir mener à bien le travail. Donc, l'éthique et l'intégrité scientifique sont des fondamentaux. C'est même la colonne vertébrale lorsqu'on veut mener une recherche. Et enfin, il faut savoir rédiger, communiquer clairement ces résultats, ce qui est un élément important parce que c'est ça qui va vous permettre de disséminer les résultats de votre travail, de faire des notes, des policy briefs par exemple, pour pouvoir orienter les décideurs lorsqu'il s'agit de certaines thématiques vraiment importantes. Au-delà de tout ça, il y a quelques erreurs quand même à éviter. Et là aussi, par expérience, j'en ai eu. J'ai eu à écrire des projets, certains ont été acceptés, d'autres pas du tout. Donc, je me suis rendu compte que lorsque les questions sont trop larges et pas assez claires, ça, c'est un problème. Lorsqu'on ne met pas trop d'importance sur la revue de la littérature, parce que c'est ça qui nous permet justement d'appréhender, comme on l'a dit tout à l'heure, les gaps, que ce soit conceptuel, méthodologique. Accent French. Accent Hausa. Sénégal, Mali, le Mali. Ça, c'est un aspect très, très important. Il faut savoir planifier. Non, ça, c'est mentionné. Les calendriers, les budgets et tout. Lorsque votre méthodologie également n'est pas en phase, n'est pas en cohérence avec questions, avec vos objectifs, ça aussi, ça peut poser un problème. Et lorsque vos objectifs ne sont pas précis, ne sont pas mesurables, ça aussi, ça peut être une raison de rejet votre travail. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la collaboration est très importante. Travailler en isolement et ne pas se faire lire par des collègues, ça aussi, c'est des problèmes. Donc, les formats, c'est qu'il faut une introduction, une méthodologie, des résultats attendus, un impact. Lorsqu'on suit ce cheminement, on a beaucoup de chances d'avoir un projet qui puisse attirer des bailleurs potentiels. Le triangle bailleur projet financement, ça c'est quelque chose, que ce soit dans le monde de l'université, dans les ONG, nous naviguons dans ça. Aujourd'hui, la recherche, elle est un moteur de développement et pour cela, nous avons des bailleurs qui mettent de l'argent, mais qui attendent que ces projets de recherche apportent un changement, que ça innove, que ça renforce la connaissance sous certains aspects. Donc, ce qui fait que pour pouvoir bénéficier de ces financements-là, il faut produire quand même une proposition de recherche vraiment stimulante, innovante et qui puisse produire des résultats qui ont un impact pour la société aujourd'hui, sinon ils ne mettront pas de l'argent. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la recherche fondamentale, elle est très peu financée. Donc, comment la rendre beaucoup plus attrayante, parce que c'est des recherches aussi qui permettent aujourd'hui de comprendre certains phénomènes. Aujourd'hui, on met très peu d'argent dans les sciences sociales par rapport aux sciences dites dures. Or, aujourd'hui, beaucoup de phénomènes, on les comprend grâce aux sciences sociales. Donc, vraiment, ces triangles-là, pour les renforcer, il faut vraiment écrire des propositions qui soient vraiment pertinentes, alignées aux agendas de ces bailleurs-là et qui puissent produire un impact vraiment susceptible d'innover et de transformer de façon positive la société. On ne peut pas parler de financement sans savoir qui et qui finance. Donc, je me suis hasardée à faire une petite cartographie de financement de la recherche qui n'est pas exhaustive, c'est juste quelques éléments ici. Lorsqu'on classifie un peu les structures de financement de la recherche, nous avons les universités, les instituts de recherche, les grandes écoles qui financent la recherche fondamentale surtout, des masters, des thèses, etc., qui sont financés des laboratoires. Nous avons d'autres structures, des agences également, qui sont surtout multilatérales. La Banque mondiale, l'UNESCO,
financent également la recherche avec leur propre agenda. Donc, il faut lire des rappels et s'aligner avec l'agenda vraiment de leur centre d'intérêt pour pouvoir bénéficier de ça. Il y a des institutions également bilatérales comme l'AFD, par exemple, l'USAID finance également la recherche des CADI au Canada. Ils sont également des grandes agences qui financent la recherche sur beaucoup de thématiques, du changement climatique à l'éducation, en passant par l'IA. Donc, il faut lire les appels et s'aligner vraiment à l'agenda de ces institutions-là. Il y a également des fondations privées également qui financent la recherche. Il y en a quelques-unes ici, Mastercard, Fondation et Melinda Gates, qui sont centrées surtout sur des questions de genre également d'éducation, de gouvernance et de développement. Et là aussi, il faut aller sur leur site, essayer de voir comment, quelles sont leurs attentes, quels sont leurs centres d'intérêt, pour pouvoir adapter sa proposition de recherche à leur appel. Il y a également des programmes de bourse de mobilité et nous, les universitaires, nous préférons beaucoup avoir, qui nous permettent de renforcer nos capacités de faire de la recherche. Les programmes Fulbright, par exemple, très bien connus pour ça, le Chevening avec la Grande-Bretagne et les bourses Erasmus également de l'Union européenne sont des bourses de mobilité, mais qui permettent également à des consortiums d'universités de collaborer à des projets et de pouvoir être financés. Donc, il y en a d'autres comme les DAD également en Allemagne, les CERIA, les HCR. Ce sont également des instituts de recherche qui financent également des bourses de mobilité, mais également comment on appelle, des bourses de mobilité, mais également des doctorats également. C'est assez. Il y a des centres de recherche indépendants, des think tanks, comme je l'ai dit. Je l'ai cité tout à l'heure, le CODESRIA et les Human Science Research Council de l'Afrique du Sud. Il y a également l'ARC, qui finance de la recherche, mais d'autres natures qui sont plus axées sur les normes de politique publique, comme les policies briefs, par exemple, mais finance également des ouvrages dans certains contextes. Il y a les ONG, les organisations de recherche-action aussi, qui s'intéressent aussi à la recherche comme Oxfam, Save the Children et d'autres ONG locales aussi qui financent de la recherche, qui sont en phase avec leurs agendas, qui sont en phase avec leurs centres d'intérêt, mais c'est surtout de la recherche-action qui financent ou évaluent des projets. Il y a également des réseaux et consortiums de recherche aussi qui financent la recherche. Il y a beaucoup de chaires innocentes même en Afrique, qui aussi financent de la recherche, font des appels à candidature et qui permettent également de mener certains types de recherche dans certains pays. Donc, il faut aller sur les sites également, pouvoir bénéficier de ces appels-là, connaître les centres d'intérêt et adapter sa proposition à leur agenda. Comment trouver ces opportunités-là? Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a des universités qui ont des plateformes pour vraiment partager tout ce qui concerne les appels à candidature du projet. Mais il y a des universités qui n'en ont pas, qui ne montrent pas ces éléments-là, comme les miennes, par exemple, avec des plateformes qui ne sont pas connectées à des grands portails où on fait les lancements d'appel à projet. Si on n'a pas ça, la solution, c'est d'aller sur la plateforme de ces structures-là. Tout ce qui est institution onusienne, il faut aller sur des sites, que ce soit UNIFRAM, UNESCO, entre autres. Dès que vous allez sur leur portail, vous allez voir des appels. Il y a également les funding fighters qui peuvent vous aider à retrouver également beaucoup d'appels. Il y a également les sites des ambassades pour ce qui concerne les bourses. Par exemple, il y a aussi le portail de l'Union européenne pour les bourses Erasmus. Donc, ça, c'est des endroits où on peut repérer les opportunités. Mais aujourd'hui, de plus en plus, moi, je pense qu'il y a également
à travers ses propres réseaux. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous sont dans des réseaux internationaux où on est en contact avec des collègues de l'extérieur, on est sur des plateformes, on est sur des groupes WhatsApp. Et ce sont des endroits également où vous pouvez trouver des opportunités, des appels à candidature de projets où on peut postuler. Donc aujourd'hui, avec la technologie, il y a plusieurs façons de repérer ces opportunités. Une fois qu'on a repéré les opportunités, une fois qu'on a vraiment pris connaissance avec les contenus, il faut vraiment voir est-ce que ce que nous avons écrit est en phase avec les attentes du bailleur. Parce que ça, c'est très important. Vous pouvez écrire un très bon projet, mais si ce projet ne cadre pas avec les attentes du bailleur, votre projet ne sera pas financé. Donc, est-ce que ça fait partie de ses priorités? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est en cohérence avec tout ce que vous avez énoncé? Et pourquoi un bailleur mettrait son argent dans votre projet? Donc, ce sont des questions que vous allez vous poser parce que ce n'est pas une idée qu'ils vont financer, mais un impact, un résultat que vous allez produire grâce à votre projet. La clarté, elle est très importante. Je l'ai dit tout à l'heure avec Boileau, que tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et le mot pour dire arriver à ça. Donc, si vous n'êtes pas capable vous-même de définir bien votre projet, de le présenter avec des objectifs vraiment très clairs, très précis, et si c'est pas convaincant, bien entendu, ce sera très difficile pour un bailleur de mettre son argent dedans. L'impact, quels seront les bénéficiaires de votre travail? Qu'est-ce que ça va changer concrètement? Qu'est-ce qui fait que moi, bailleur, je vais mettre mon argent dans votre projet? Donc, ce sont des questions vraiment qu'il faut poser lorsque vous candidatez pour un appel spécifique. Donc, pour un peu faire un récapitulatif de tout ça, on peut dire qu'un projet gagnant doit avoir une certaine clarté. La clarté des idées, la simplicité des idées, elle doit être cohérente, elle doit pouvoir quand même convaincre n'importe qui que cette personne-là puisse avoir l'envie de vous financer. La planification, on l'a dit, c'est au début, oui. Si votre travail n'est pas bien planifié, si la méthodologie n'est pas adaptée à vos objectifs, et si vos questions de recherche ne vous permettent pas de formuler des objectifs clairs, c'est sûr que votre projet ne va pas du tout intéresser les bailleurs. L'impact, c'est très important. Est-ce que ce projet-là va me permettre de produire un savoir qui va avoir un résultat qui va impacter ma société? Les données, c'est important. Est-ce que c'est étayé par des données? Est-ce que c'est des données probantes? Est-ce que je me suis basée sur des données probantes déjà fournies? Est-ce que moi-même, je vais contribuer à renforcer les données probantes existantes? La pertinence, c'est vraiment important. Est-ce que ce projet-là est pertinent pour ma société, pour le contexte dans lequel je travaille, la structure qui doit financer mon travail? Est-ce que c'est pérenne? Est-ce que c'est durable? Est-ce que j'ai un plan suivi et évaluation? Est-ce qu'après la fin du projet, il y a des mécanismes de suivi et évaluation? L'alignement, ça aussi c'est très important. Est-ce que ce projet est en phase avec l'agenda? L'équipe de recherche, s'il s'agit d'un projet collaboratif, quelle est la compétence de mon équipe de recherche? Est-ce que cette équipe de recherche me permet vraiment de mener ce travail-là? Est-ce que cette équipe est assez outillée pour briser vraiment tous les obstacles qui peuvent se mettre sur mon chemin? Parce qu'il y a certains projets, leur mise en œuvre exige vraiment qu'on maîtrise même les théories du changement pour pouvoir les mettre en œuvre. Des projets concernant, par exemple, l'assurance qualité, cela demande, par exemple, l'adhésion des responsables de l'université. Cela demande plus de flexibilité, que des collègues puissent adhérer à votre projet. Donc, est-ce que l'équipe que j'ai a la compétence nécessaire pour transcender les obstacles qui peuvent se mettre sur mon chemin, anticiper les risques de mon projet. Donc, c'est des questions, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte également lorsqu'on rédige une proposition de recherche pour un financement. Donc, le budget, ça, c'est le nerf de la guerre. Comme tout travail, c'est l'argent qui pose les problèmes. Donc, le budget.
un budget de façon schématique. Il y a tous ces éléments-là. Il y a un aspect pour les ressources humaines. Pour certains appels, il y a un pourcentage. Par exemple, les ressources humaines, les salaires ne doivent pas dépasser tel pourcentage. Par exemple, les doctorants, les prises en charge ne doivent pas dépendre de ça. Donc, il faut relire très bien ces éléments-là lorsqu'on élabore son budget pour calculer les pourcentages. Il y a un pourcentage également qui est alloué aux activités du projet. S'il y a des enquêtes de terrain, s'il y a des formations, des ateliers de formation à faire, s'il y a des missions, des déplacements. Donc, c'est des éléments également à budgétiser. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce budget doit être réaliste par rapport à ce que nous proposons. Les coûts opérationnels concernant les déplacements, les hébergements en cas de voyage, toute la logistique, là aussi c'est des éléments à prendre en compte, les équipements et les matériels, et aussi les suivis et évaluations, parce que des projets qui sont mis en œuvre, ça c'est des éléments qui permettent au projet d'être durable, d'être pérenne. La diffusion et la valorisation du projet, une fois qu'on a mis en œuvre le projet, les résultats, comment les disséminer, comment les partager avec les et comment traduire ces résultats des recherches, parce que nous, les scientifiques, la façon dont nous écrivons nos résultats, la façon dont nous faisons nos rapports n'est pas tellement lisible pour les politiques. Donc, il faut traduire dans un langage vraiment compréhensible pour les politiques, pour que ça soit une note de politique publique pour pouvoir engager les décideurs à utiliser les résultats de nos recherches. Et il faut également savoir calculer les indirects, par exemple, notamment des frais de gestion administrative. Dans mon université, par exemple, lorsque vous avez un projet d'un certain montant, il faut des frais de gestion qui sont accordés à l'université qui peuvent aller jusqu'à 10% selon le montant de votre budget. Donc, ces éléments-là, il faut savoir les calculer pour pouvoir les payer au moment où cela va arriver. Donc, un budget de façon globale, comme je l'ai dit, voilà, par rapport au projet que j'avais proposé, les ressources humaines, les matériels et l'équipement, les logiciels et licences. Par exemple, on a eu un projet avec l'Université McGill, on devrait acheter des licences pour des logiciels de traitement des données, par exemple, tout ça c'est accrédité. La formation, il y a beaucoup de projets où il y a une formation qui est associée au projet et qui fait partie même intégrante des activités du projet et le taux opérationnel et les divers prendre en compte également. Donc, un projet qui veut être gagnant et avoir un financement, le budget également doit suivre cet ancrage-là que je viens de mentionner. Ça doit avoir un panorama de visibilité, un panorama de transparence. Donc, ça doit être sincère pour qu'il y ait une adéquation entre les coûts et les activités. Il ne faut pas trop exagérer, il ne faut pas non plus trop baisser sa garde parce que plus tard, ça peut nous poser des problèmes. La précision, c'est pourquoi souvent on a besoin des experts pour pouvoir bien rédiger les budgets et pour qu'il y ait une cohérence entre les activités que nous menons et les montants que nous demandons. L'agilité, ça c'est très important pour le projet. Il faut calculer des fonds de contingence qui peuvent arriver parce qu'un projet peut avoir des risques. Pour anticiper ces risques-là en étant flexible, en étant vraiment agile. Et réalisme, c'est important pour qu'il y ait une cohérence entre les ressources de financement. Il faut savoir optimiser les ressources, les gérer de façon efficiente, pouvoir atteindre les objectifs que nous voulons. Et il y a également la question de l'équilibre qui est très important. Il faut quand même un arrimage très important entre ce que nous investissons et aussi par rapport à la valeur réelle de notre budget. Donc, de façon schématique, voilà 5 règles d'or, 5 lettres d'or d'un budget être financé. Donc, pour conclure un peu ce travail-là, je n'ai pas voulu faire un texte, mais c'est un récapitulatif un peu de ce que j'avais dit. Une proposition de recherche qui veut vraiment obtenir un financement doit suivre un peu ce schéma-là, un résumé très concis, très précis, avec des objectifs clairs
des résultats attendus clairs et bien définir ses objectifs, bien définir également la méthodologie, montrer en quoi ces projets sont innovants, quelle sera la valeur ajoutée de ces projets, parler également d'un calendrier pour mettre en œuvre ces activités du projet, comment analyser les données pour pouvoir avoir des résultats probants, des résultats innovants qui puissent aider vraiment à atteindre leurs objectifs que nous. Donc voilà un peu de façon schématique l'anatomie d'un projet, d'un narratif de projet qui a la chance d'être financé par un bailleur. Donc, globalement, voilà de façon schématique ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Merci. Merci beaucoup, Dr. Fatoumata Keita. Merci beaucoup. Nous vous sommes très reconnaissants pour cette présentation qui est très claire et bien instructive. Encore une fois, merci beaucoup. Et donc, dans votre présentation, j'ai remarqué les suivantes. D'abord, vous avez parlé de la cohérence que pour notre projet soit accepté, le projet doit être stimulant, innovant et aussi la place de la pluridisciplinarité et aussi la collaboration. Et donc, j'essaie de faire une sorte de résumé. Et donc, maintenant, je vais passer la parole aux participants s'il y a des questions à vous poser, madame. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, chers collègues, je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires ou des remarques. À vous la parole. Alors, vous y êtes? Oui, Okay, oui, my gracious. Constance Debbie. Bonjour, docteur. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. C'est Constance. Oui, c'est Constance qui est en train de parler. Je vous D'accord. remercie beaucoup Allez-y. pour cette section. Ma question se pose sur la collaboration dont vous avez parlé. J'ai besoin un peu d'éclaircissement sur le sujet. Parce que lorsqu'on écrit, on ne sait pas si on écrit seul ou bien on collabore avec d'autres personnes. Moi, je viens de commencer, donc c'est un peu... en tout cas, j'ai besoin d'un éclaircissement sur cette collaboration dont vous venez de parler. Merci, docteur. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Oui, je vous ai bien entendu et merci beaucoup pour votre question. La question de la collaboration, elle est très importante à l'université. Lorsque je mets l'accent sur la collaboration, c'est par rapport aux collègues. Vous pouvez écrire seul votre projet, si c'est pour une bourse postdoc, par exemple. C'est un projet individuel que vous devrez rédiger vous-même. Mais il y a des choses que vous-même, vous ne pouvez pas voir
C'est important quand vous faites lire des projets par un collègue plus expérimenté, qui a de la discipline, qui a une certaine expérience en matière de recherche. Il peut voir si votre démarche, elle est vraiment cohérente. Il peut vous orienter à explorer d'autres aspects de votre projet. Il peut simplement relire votre travail. C'est comme les articles que nous publions, nous les écrivons, mais on les envoie pour être publiés dans des revues où on a besoin des instructeurs qui vont lire les travaux. Donc, c'est un peu ces schémas, c'est là où la collaboration devient vraiment importante. On n'a pas tellement développé les mentorats dans nos universités. Sinon, un chercheur junior doit se faire lire par un chercheur senior. Et cette collaboration qui est non seulement intergénérationnelle, mais permet également de partager les expériences qui permettent de renforcer les capacités du chercheur junior. Voilà où se trouve, à mon sens, la question de la collaboration, c'est assez bien. Vous écrivez seul, mais faites-vous lire par les collègues plus expérimentés. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, c'est bien clair, docteur. Je vous en remercie. Merci à vous, chère madame. Allô? Peux-je prendre la parole? J'ai une question. Ok, oui, Chola? Oui. Allez-y. Et je Oui, voudrais allez-y. commencer par remercier la professeure pour cette présentation très enrichissante. Et j'aimerais poser cette question-ci. Et avant de poser la question, je vais planter le décor en disant que, et vraiment en vous citant, vous avez dit toute recherche a une visée. Et la visée ultime, c'est de résoudre un problème. Et nous savons du côté du Sud, le Sud global auquel nous appartenons, nous avons plein de problèmes qui nous entourent. Et lorsque les bailleurs de fonds de tous ces projets dont nous parlons ce soir viennent du Nord, est-ce que nous sommes vraiment prêts pour la résolution des problèmes qui appartiennent, qui sont centralisés au niveau du Sud? Est-ce que nous sommes prêts? Deuxièmement, y a-t-il vraiment des bailleurs de fonds du côté du Sud, c'est-à-dire du côté de l'Afrique et des autres pays en voie de développement ou sous-développés? Merci, madame. Merci beaucoup. Ça, c'est une question très, très pertinente. La plupart des bailleurs, comme vous l'avez si bien dit, sont du Nord et ils ont des agendas. Lors de l'introduction de ma présentation, j'avais signalé ces problèmes-là et ces agendas, souvent, ne sont pas les priorités de nous. Ce sont des bailleurs qui ont des agendas au niveau de leur pays et qui veulent que nous fassions de la recherche qui puisse aller dans ce sens-là. Et souvent, ces agendas-là ne sont pas une priorité pour nous, mais nous sommes obligés de les faire pour pouvoir avoir de l'argent et faire notre recherche. Comme je l'ai dit, la recherche, elle est très peu financée sur le continent. Nous mettons très peu de fonds concernant le financement de la recherche. Le secteur privé qui doit financer la recherche aussi n'est pas tellement orienté vers la recherche. Il finance pratiquement autre chose. En Europe et aux États-Unis, ils ont des organisations philanthropiques qui aussi mettent de l'argent dans la recherche. Nous n'en avons pas beaucoup ici, qui financent la recherche. Il y a des mécènes, donc les mécénats aussi. Tout ça, c'est des structures qui permettent de financer la recherche. Nous, malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de bailleurs qui puissent mettre beaucoup d'argent pour financer des recherches en Afrique. Et c'est ça toute la problématique de cette question. C'est les défis auxquels nous faisons face. Pour que nous puissions produire du savoir qui ait un sens dans notre contexte, il faut que nous-mêmes, nous puissions financer cette recherche-là. Malheureusement, nos pays
sont sous-développés, comme vous l'avez dit, et la recherche n'est pas tellement notre objectif. C'est pas tellement la priorité. Voilà. Nous avons des universités, nous faisons de l'enseignement, mais la recherche n'est pas la principale priorité. Ça, c'est un défi. Nous avons quelques structures de recherche sur le continent qui ont des moyens limités. Le CODESTRI a à un moment donné financé la recherche, mais ces dernières années, il y a beaucoup de problèmes. Il y a l'Institut Human Science en Afrique du Sud, qui est quand même l'un des plus grands instituts de recherche sur le continent, mais également le financement est très limité. Nos grands bailleurs sont en Europe et aux États-Unis, et maintenant les Émirats, surtout avec Dubai Care et d'autres structures. Et tous ces bailleurs-là ont des agendas qui leur sont propres, et comme je l'ai dit tout à l'heure, qui n'ont pas des agendas qui s'alignent avec nos agendas ici. D'où la problématique du financement de la recherche sur le continent. Voilà un peu le problème. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous. Oui, docteur. Pouvez-vous aussi lier la question de Olusola à la collaboration? Ah oui. Oui, parce Oui, qu'avec la collaboration. collaboration, oui, c'est possible aussi de réaliser un projet, vous voyez, de tel, même si le projet est situé soit aux États-Unis ou bien soit en Europe. Si Absolument. vous arrivez à collaborer avec nos collègues, il est aussi possible de reformuler la problématique pour accommoder, pour tropicaliser aussi le projet ou bien la recherche. Oui, tropicaliser la recherche par rapport à ce que nous faisons ici en Afrique. Donc, c'est ça l'avantage de la collaboration. Absolument. Vous avez tout à fait raison, chers collègues. La collaboration institutionnelle hors de son pays, ça vous aide également à bien orienter votre travail, à bien reformuler vos objectifs, vos missions de recherche, et même à trouver des partenaires pour collaborer pour d'autres projets. Par exemple, les bourses Erasmus, c'est entre plusieurs pays, jusqu'à 8 pays, par exemple. Et là, si vous n'avez pas un partenariat, si vous n'êtes pas en collaboration avec une université, c'est très difficile de pouvoir postuler pour les bourses Erasmus parce qu'il faut avoir des MOU, des Memorandum of Understanding bien signés avant. Il faut des conventions de partenariat pour pouvoir travailler ensemble. Donc, la collaboration aujourd'hui est un maillon essentiel du développement de l'enseignement supérieur. On parle de plus en plus d'internationalisation de l'enseignement supérieur et la collaboration est un élément essentiel. Collaboration individuelle, mais également collaboration institutionnelle. Ça permet de renforcer les capacités et ça permet également de combler certaines lacunes au niveau de nos institutions. Voilà, donc je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est très important. Oui, Grecious. Docteur Grecious, vous êtes encore là? Oui, oui, oui. OK. Bon, Je ne sais là pas où il n'y a si plus il y a... il y a encore des Ouais. questions? Oui, là où Non, pour le il n'y moment, a plus non. de questions, oui, on peut clore, Ajayi, oui, je ne sais pas, la séance. OK. il y a une Oui. question de ma part ici. Donc, OK. Oui, allez-y. Ajayi peut parler? Oui, oui. Oui, allez-y, monsieur. Allez-y. D'accord, merci. Madame, merci pour la présentation. J'ai vu que la plupart des données, la plupart des détails se présentent par rapport à la science, à la technologie. Nous autres qui sommes dans les humanités, dans les lettres, bon, les bailleurs se font rares et les opportunités se font rares. On se concentre surtout sur science, 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 technologie, technologie.
Bon, je sais pas si vous pouvez nous encourager un peu, je sais pas. Chers collègues, merci beaucoup pour la question. Moi aussi, je suis dans les humanités, je suis littéraire de formation, donc je comprends très bien votre problème. Il y a une sorte d'hiérarchie des sciences aujourd'hui, les sciences dites molles, comme nous le faisons, et les sciences dures et exactes, qui sont vraiment promues comme les sciences qui vont développer le monde, la technologie, qui sont présentées comme des sciences réelles, des vraies sciences. Et là où tous nos pays vraiment mettent un peu plus d'argent et les bailleurs, de façon générale, mettent beaucoup plus d'argent, je pense que c'est une erreur aujourd'hui que de croire que les lettres, les langues, les sciences humaines et sociales de façon générale n'apportent pas beaucoup de choses. C'est une grande erreur. Nous pensons que nous pouvons nous développer avec la science et la technologie. Mais nous oublions que la science s'exerce dans une société où il y a des humains. Et ce sont les humanités, justement, les sciences sociales et humaines, qui nous permettent de mieux décrire les phénomènes sociaux, qui nous permettent de même freiner les dérives de la science. Parce que si la science est laissée à elle-même, si la technologie est laissée à elle-même, sans des barrières venant des lettres et des sciences sociales, notre monde va avoir des problèmes, surtout avec l'IA aujourd'hui et ce que nous apprenons. Nous avons besoin de ces sciences mondes-là pour vraiment faire en sorte que notre société demeure équilibrée. Que sera notre monde si on n'indique plus? On n'enseigne plus la littérature, on ne fait plus des études sociologiques, anthropologiques. Là, il y aura beaucoup de problèmes aujourd'hui. Aller vers un monde vraiment technocratique, ça, c'est un problème aujourd'hui, d'autant plus que l'IA peut faire mieux que nous. S'il s'agit de faire les sciences exactes, s'il s'agit de faire certains travaux très techniques aujourd'hui, l'IA peut faire mieux que nous. Alors, où est-ce que nous pouvons gagner, nous les humains? C'est justement au niveau de nos capacités d'analyse, l'esprit critique, notre capacité à résoudre certains problèmes complexes de la société, notre capacité à être des êtres vraiment qui ont de l'empathie pour l'autre. Ça, c'est des aspects que les sciences et les techniques aujourd'hui n'ont pas. Donc, pour humaniser notre société, pour la maintenir humaine, nous avons besoin des humanités aujourd'hui. Maintenant, concernant les financements, je pense que nous devrons faire mieux. Nous, les spécialistes de ces lettres, arts, etc., il faut qu'on fasse plus de lobbying et de plaidoyer. Également, la collaboration s'impose. Si votre université, mon université, s'il y a 10 universités, par exemple, qui se mettent ensemble pour écrire à un bailleur, pour faire un plaidoyer, avec un argumentatif, avec un projet collaboratif, sur l'importance de ce que nous faisons, sur l'importance de ces projets, nous avons beaucoup de chances d'être entendus. Je pense qu'aujourd'hui, la collaboration s'impose également à ce niveau. Il faut que les universités sortent de cette omerta-là où nous sommes actuellement. Il faut qu'on se mette ensemble. Il y a presque un mur aujourd'hui entre les universités francophones et les universités anglophones à cause des barrières linguistiques. Nous devrons être capables de dépasser cela aujourd'hui. Si 10 universités se mettent ensemble pour proposer un projet de recherche sur les lettres, parler de leur importance et écrire à un bailleur, il est important et il est très probable qu'on puisse l'avoir. Mais si c'est moi seul qui écris le projet, l'impact n'est pas tellement mesuré. Donc, il faut qu'on conjugue nos efforts, il faut qu'on travaille en synergie, il faut qu'on mette en place des pôles d'études en langue, littérature, par exemple, des consortiums, des pôles de recherche, vraiment avec des axes de recherche clairs. Aujourd'hui, la COVID-19 nous a montré que les sciences doivent travailler ensemble. Il faut l'interdisciplinarité. Moi, j'ai écrit sur la COVID. Les sociologues ont écrit sur la COVID. Les médecins ont écrit sur la COVID. Donc, il y a des problèmes sociaux très complexes aujourd'hui qui demandent une synergie d'action entre les chercheurs, qui demandent un regard beaucoup plus
complexes sur certains phénomènes. Alors, il faut qu'on puisse travailler ensemble pour dégager ça. Mais notre problème est qu'on travaille seul. Chaque pays, chaque université travaille seul et veut résoudre un problème. Alors que les problèmes sont les mêmes. Pourquoi on ne se met pas ensemble pour les faire ensemble? Si le Nigeria a tellement d'universités, alors si vous collaborez avec votre université, vous mettez en place un pôle de recherche sur les humanités, eh bien, je pense qu'on pourra avoir quelque chose avec vraiment des thèmes de recherche très attrayants qui s'adaptent, qui s'allient avec les problèmes aujourd'hui. Les changements climatiques, c'est un problème. Nous aussi, les littéraires, nous pouvons en parler. Voilà. La migration, c'est un problème. On peut s'associer avec les sociologues, les experts de la migration. Nous aussi, on peut en parler. Voilà. Il y a d'autres problèmes aujourd'hui. Les conflits. Aujourd'hui, nous sommes un continent en guerre, un continent attaqué de tous les parts, de toutes les parties. Moi, au Mali, par exemple, actuellement, nous vivons des situations très difficiles actuellement. Alors, imaginez s'il y a des pôles de réflexion, des pôles de recherche sur ces thématiques-là, avec des groupes de recherche où on favorise l'interdisciplinarité. Il y a des anthropologues, des sociologues, des spécialistes en langue. Par exemple, les linguistes vont traduire, ils vont également apporter leur touche. Les littéraires voient l'aspect littéraire. Imagine si on a ce regard un peu multidimensionnel sur un phénomène. Là, on peut trouver des solutions. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'ère n'est pas de travailler seul. L'ère, c'est de travailler ensemble. Tisser, oui, ne pas travailler en isolation, mais de tisser des collaborations, des partenariats gagnant-gagnant équitables, même avec des pays du Nord, pour pouvoir avoir des financements aujourd'hui. Je pense que c'est notre seule solution. Sinon, moi, ici au Mali, par exemple, il y a une année où il y avait un fonds pour les sciences, mais on a oublié les sciences humaines. On a complètement oublié les sciences humaines. Il a fallu que des universitaires aillent attirer l'attention du président de la République pour lui dire, mais vous n'avez pas cité les sciences humaines et les sciences sociales. Parce qu'ils n'ont pas considéré ce comme de la science. Donc, si on nous oublie, alors qu'on sait aujourd'hui que la plupart des problèmes que nous vivons, ce sont des problèmes que nous, les humains, qui sont dans les humanités, pouvons résoudre. Résoudre, oui. Voilà. Donc, je pense qu'il est temps de créer des synergies, des consortiums solides, des pôles de réflexion et de recherche, pour pouvoir vraiment faire un plaidoyer afin d'avoir de la recherche. Voilà. Mais tant qu'on continue à travailler isolé, notre voie ne va pas loin. Moi, c'est ma voie, ça ne va pas loin. Mais si nous sommes 15 universités, 20 universités, avec des chercheurs, avec des compétences vraiment diversifiées, là, on va nous écouter. Voilà. Je ne sais pas si c'est la réponse à votre question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Allez. Dr. Gracious. Oui, il faut démarrer le procédé de clore la science. Pour ne pas vraiment stresser, Madame la docteure Fatoumata Keïta. Donc, vous avez beaucoup essayé de motiver nos collègues de poser des questions. Donc, là où Dr. Sylvester, vous êtes là? Je suis là. D'accord. Je suis la communication, c'est très intéressant, j'ai tout suivi. Et on en a l'enregistrement qui sera disponible à tout le monde, peut-être le lundi là, même si c'est bien là, tout sera disponible par la grâce de Dieu. OK. Oui, docteur. Oui, docteur Gracious, oui, allez-y. Docteur Gracious.
Dr. Gracious, vous êtes là? OK. OK. Bon, Allô? merci infiniment. Oui, oui, OK. Allô? Oui, allô? Professor Richard? OK, oui, oui. OK. Oui, oui, allez-y. La remarque de clôture, s'il vous plaît. OK. Oui, merci infiniment, madame, pour un tel engagement très intellectuel et puis académique. Oui, vous avez essayé de honorer cette séance. Merci infiniment pour cette présentation chaleureuse. Chers participants, au thème de ce webinaire, entamé depuis hier, bon, nous vous remercions sincèrement ainsi que nos facilitateurs parce que le professeur Ayele lui-même, il est encore aussi là en ligne pour la qualité d'échange et votre engagement que nous avons tous expérimenté ici. Vos contributions ont enrichi nos réflexions communes et aussi des interventions que nous avons eues pendant ce webinaire. Donc, restons mobilisés, je vous prie, pour la suite. Et merci à tous et à tous. Et passez aussi une bonne soirée. Nous Monsieur croyons le Président, Monsieur le Président, allô? Oui, allô, S'il vous c'est plaît, qui, s'il vous plaît? s'il vous plaît, monsieur. Allô? Allô, oui. Allô? Allô, oui. Oui, c'est juste pour remercier notre chère collègue, Madame Keita, pour la présentation et pour aussi solliciter votre permission pour nos collègues qui voudraient avoir des contacts avec vous pour les collaborations, comme vous êtes aussi dans les lettres modernes ou bien la littérature. Et c'est une collaboration pareille que nous voulons que nos collègues puissent avoir avec des collègues, surtout à l'étranger. Merci beaucoup. OK, Merci merci, beaucoup, chers prof. collègues. Ce sera avec plaisir de collaborer avec vous. Madame Keita est vraiment une collaboratrice que j'ai eue lorsque j'avais... OK, on était au Ghana ensemble à l'université de Legon. Oui, donc elle est vraiment très disposée pour avoir tel contact avec nous. Elle fait aussi même partie de la liste que nous venons aussi de formuler pour le colloque international qui aura lieu le mois de, je crois que le mois d'octobre, ou bien ce n'est pas, non, septembre. Donc, je veux faire aussi avec Gracious. Oui, on va partager le document. Je ne sais pas si Gracious a déjà partagé le document. Tout le monde aura Oui, c'est l'opportunité déjà aussi fait. de Oui. lire. OK, si vous avez plus de questions à poser personnellement au niveau personnel, au niveau individuel, bon, il n'y aura pas de problème. Merci Exactement. infiniment. Merci beaucoup. OK, prof, merci. Oui, Dr. madame? Keita. Oui, merci à vous. J'ai la dernière version de la présentation que je vais envoyer à Gracious et que vous pouvez OK, avoir. Donc, c'est un honneur pour moi de OK, participer à cette activité. Et comme l'a dit tout à l'heure Richard, je suis vraiment disposé à prendre part à des OK, activités de formation. Donc, n'hésitez pas d'écrire à tout moment s'il y a des activités. Je ferai de même
de mon côté pour que nous puissions un jour mettre en place ce pôle de recherche sur les lettres, sur les langues aujourd'hui, pour que notre science ne meure pas. Sans financement, elle va se laisser mourir. Donc, nous avons besoin d'un plaidoyer vraiment, pour savoir des financements aujourd'hui qui deviennent très, très rares parce qu'il s'agit des sciences humaines, qui sont surtout orientés vers la technique, vers la technologie, vers tout ce qui est les sciences, ce n'est pas mal en soi, mais aujourd'hui, le monde doit marcher sur ces 4 pieds. Et si on laisse un pied de côté, on risque de boiter. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin vraiment de démembrer la science dans tout son aspect, dans tous ses aspects et dans toutes ses facettes pour pouvoir résoudre les problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui. Donc, je vous remercie infiniment pour l'invitation de partager avec vous ma perspective sur cette question. Merci. Merci, madame. Ok. Merci, Madame Keita. Et bonne soirée à tous et au revoir. Bonne soirée à vous également. Au revoir. Bonne soirée. Et bon appétit pour le dîner. Bon appétit. Bon appétit. So welcome. Ouais. Merci, monsieur le président. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine.